Oui, bonjour. Je remercie les organisateurs de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui. Alors, comme l'a dit Stan, je travaille au laboratoire de Chizé qui est associé avec l'Université de La Rochelle depuis peu. Je fais partie au sein de ce laboratoire de l'équipe Prédateurs marins et donc évidemment le travail que je vais vous présenter maintenant, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec les autres chercheurs et étudiants de cette équipe. Les sources de financement que nous avons sont essentiellement de deux sources, même s'il y en a d'autres. La première, évidemment, c'est le CNRS, puisque nous sommes chercheurs là-bas. Et la deuxième, et j'ai grand plaisir d'en parler, parce que c'est le premier bâtiment à gauche, c'est quand vous sortez de la salle, c'est l'IPEV, c'est-à-dire l'Institut polaire français. Parce qu'effectivement, notre terrain de jeu, c'est l'océan austral. Alors c'est un milieu extraordinaire, mais pas toujours hospitalier. Et comme vous voyez, il y a pas mal de bestioles dans cet océan. Alors les terres australes et antarctiques françaises, elles se décomposent en quatre localités, quatre bases qu'on peut voir du sud vers le nord. Alors en Antarctique, il y a la base du Mont d'Urville. Après, il y a Kerguelen et Crozet. Et puis dans la zone subtropicale, légèrement au sud de l'océan austral, il y a Amsterdam et Saint-Paul. Et les deux exemples que je vais développer devant vous ce matin se déroulent à Crozet, c'est-à-dire en plein milieu de la zone subantarctique. Alors juste un ou deux petits points sur le milieu marin autour de Crozet et Kerguelen. En général, quand on pense aux terres australes et antarctiques françaises, on pense Antarctique, on pense au célèbre krill antarctique, mais il n'y en a pas dans ce coin-là. Il n'y en a pas parce que simplement, c'est pas les hautes latitudes où il y a le krill. Le krill, c'est une bestiole qui vit essentiellement autour du continent antarctique. Mais les ressources marines qui sont utilisées par les animaux sur lesquels on travaille sont quand même énormément présentes et abondantes. Ce sont d'autres espèces de krill, de phasiacées, des amphipodes océaniques pélagiques, et puis un groupe de poissons très très important dans tous les océans du globe qu'en général les gens ne connaissent pas bien et qui sont particulièrement importants dans les océans austraux. C'est le groupe des myctophidés, des petits poissons lanternes. Alors nous travaillons depuis maintenant très longtemps sur les communautés d'oiseaux et de mammifères marins qui vivent dans ces mers. Alors je vous en ai mis ici quelques exemples représentatifs que vous connaissez sûrement, au moins pour les noms des grands groupes. Alors il faut savoir par exemple que Crozet et Kerguelen, au niveau mondial, ce sont les communautés d'oiseaux de mer les plus diverses, ne serait-ce qu'en nombre d'espèces. Alors les grands groupes taxonomiques sur lesquels on travaille, ce sont d'abord les manchots, qui représentent la plus importante biomasse d'oiseaux sur ces territoires. Ici, vous avez le Gorfou macaroni, qui est une espèce qui niche par millions d'individus à Crozet et Kerguelen. Deuxième grand groupe dont vous avez sûrement entendu parler, les albatros. Ici, vous avez un couple d'albatros à tête grise. Moins d'espèces, mais des oiseaux assez fascinants à voir et étudier. Troisième groupe, les pétrels. Alors sûrement ceux qui dominent en nombre d'individus et en nombre d'espèces, avec une extraordinaire gamme d'adaptations entre des oiseaux qui sont plus petits qu'une hirondelle jusqu'à des oiseaux qui sont grands comme des albatros. Et il faut savoir que la grande majorité de ces espèces vivent dans des terriers. Voilà pour les oiseaux. Et puis on travaille aussi sur les pinnipèdes avec deux espèces d'otaries et deux espèces de phoques. Le phoque de Weddell en Antarctique. Et puis ici, vous avez le plus grand des phoques, l'éléphant de mer, avec un gros mâle, un pacha, qui est en train de bâiller sur la plage. Alors, pour simplifier, mais faire passer le message de ce que nous essayons de faire dans l'équipe, il faut savoir qu'une des premières caractéristiques, une de nos premières caractéristiques, c'est que nous avons des suivis de population depuis très 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 longtemps. Depuis la fin des années 50, par exemple, pour le manchot empereur. On est la troisième génération de chercheurs à travailler sur les mêmes colonies et parfois même sur les mêmes individus parce que ce sont certains d'entre eux en tout cas des individus qui vivent très longtemps. Et évidemment, on regarde comment évoluent ces populations, les paramètres démographiques de ces populations, et on essaye de mettre ça en perspective avec la variabilité environnementale. Mais qui dit essayer de comprendre la relation entre l'environnement et la démographie, dit quasi obligatoirement travailler sur les stratégies d'acquisition et d'allocation des ressources, les stratégies d'alimentation de ces prédateurs, parce que les mécanismes sous-jacents sont très souvent à ce niveau-là.
Et c'est pourquoi on travaille sur les stratégies alimentaires des oiseaux et mammifères marins. Alors pour travailler sur ces stratégies, on utilise de très nombreuses techniques qui sont complémentaires. La première, ce sont les techniques directes d'étude du régime alimentaire. Alors ça peut être aussi simple mais aussi compliqué que déterminer les proies en analysant des contenus stomacaux d'oiseaux ou des fesses d'otaries par exemple. Et puis ça peut être aussi l'utilisation de plein d'appareils. La deuxième caractéristique de l'équipe qui fait que nous sommes connus, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le biologging, c'est-à-dire en fait plein d'appareils électroniques qu'on va mettre sur les prédateurs et qui vont nous permettre de savoir où ils vont s'alimenter, à quelle profondeur ils plongent, quand exactement ils ont ingéré de la nourriture, etc. Par exemple, Henri Weimerskirch, qui dirige l'équipe, est le premier à avoir réussi à mettre des balises Argos sur des oiseaux. En l'occurrence, c'était des grands albatros de Crozet. On va y revenir, et c'était en 89. Alors évidemment, on a appris énormément en utilisant ces méthodes, mais comme toute méthode, elles ont leurs limites. Et en particulier, si on prend par exemple le cas des contenus stomacaux d'oiseaux, il faut voir qu'on peut récolter des contenus stomacaux d'adultes qui reviennent à la colonie pour nourrir leurs poussins, mais uniquement pendant cette période. Pendant l'incubation, par exemple, les oiseaux reviennent le ventre vide, ce sont des oiseaux océaniques qui vont s'alimenter très loin. Et puis en dehors de la période de migration, en dehors de la période de reproduction, les oiseaux migrent, ne sont pas disponibles et donc on n'a aucune indication. Donc ça veut dire qu'avec les contenus stomacaux, on a une intégration temporelle extrêmement faible. Et puis, en ce qui concerne le biologging, évidemment, comme tout appareil électronique, ça coûte cher. On ne peut pas mettre des gros appareils sur des petits oiseaux. Donc là aussi, il y a toute une succession de limites qui ont fait que la communauté scientifique a développé progressivement toute une batterie de méthodes indirectes. Et parmi ces méthodes indirectes, et évidemment c'est celle-là sur laquelle je vais insister aujourd'hui, il y a la méthode des isotopes stables. Mais toutes ces méthodes, elles résident dans le même principe de base, à savoir que nous sommes ce que nous mangeons. Les Anglais disent « we are what we eat ». Ça veut dire, en d'autres termes, que la composition biochimique de nos tissus reflète la composition biochimique des proies et de manière prédictible. On a beaucoup travaillé, par exemple, aussi avec les lipides comme marqueurs trophiques, mais évidemment, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on peut utiliser aussi d'autres molécules ou éléments, les contaminants, par exemple, aussi, puisqu'ils proviennent de l'ingestion de la nourriture, etc. Alors, juste quelques mots d'introduction sur la méthode isotopique. Je ne vais évidemment pas la développer devant vous, mais pour que l'exposé soit quand même plus simple à comprendre, on va fixer une ou deux choses avant de regarder les deux exemples que je voudrais développer devant vous ce matin. Alors ça, c'est un exemple que j'ai plaisir à détailler aujourd'hui ici, parce que ça a été fait sur des animaux captifs en conditions contrôlées. Quand je dis conditions contrôlées, ça veut dire qu'on connaissait leur alimentation, et en fait ça correspond à des oiseaux que certains d'entre vous ont déjà vus ou vont voir, puisque ce sont les manchots d'Océanopolis, à Brest. Et donc en fait, sur ces manchots, on sait exactement ce que les soigneurs leur donnent à manger, et donc on leur a fait une prise de sang, alors qu'on était sûr qu'ils étaient en équilibre isotopique avec leur alimentation. Et ici, vous avez quelque chose de classique en isotopie, où on représente la signature en azote versus la signature en carbone. Alors, si on regarde la signature en carbone, on voit très bien que ici, vous avez l'alimentation des poissons, vous avez la moyenne isotopique pour le groupe de poissons, ici, vous avez les points individuels, et ici, vous avez le sang du manchot. Donc, vous voyez qu'en carbone, il n'y a absolument pas de changement de signature entre les proies et le consommateur. Si on applique ce raisonnement-là à l'ensemble du réseau trophique, ça veut dire qu'avec le carbone, on va avoir une idée de ce qui se passe à la base du réseau trophique. Et donc ça va nous donner, et c'est le mot à garder pour la suite de l'exposé, une idée de l'habitat d'alimentation du prédateur. Et puis vous voyez que si on regarde ce qui se passe en azote, eh bien c'est fort différent. On a un saut quantitatif de la signature en azote, un enrichissement en azote 15 entre la proie, le régime alimentaire, et puis le consommateur, en l'occurrence le manchot. Donc si on applique ça à l'ensemble du réseau trophique, ça veut dire qu'avec la signature en azote, on va pouvoir replacer l'animal dans un réseau trophique. On va connaître sa position trophique, on va avoir une idée de son régime alimentaire. Et en écologie
isotopique, le fait d'exprimer l'azote versus le carbone, ça définit ce qu'on appelle la niche isotopique, qu'on va utiliser comme proxy de la niche écologique d'une espèce. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'exposé et les exemples que je vais vous montrer maintenant s'inscrivent. Alors juste pour finir quand même cette introduction sur les isotopes dans l'océan austral, quelque chose aussi de très important pour comprendre la suite de l'exposé, c'est cette chose suivante, à savoir que les campagnes océanographiques avaient montré qu'à la base du réseau trophique, au niveau du POM, Particulate Organic Matter, il y avait une décroissance importante de la signature en carbone avec la latitude. Et donc nous avons voulu vérifier ce gradient isotopique, mais non pas à la base du réseau trophique, mais au sommet du réseau trophique, pour voir si on retrouvait ce gradient isotopique. Et c'est effectivement ce qu'on a retrouvé. Ici, vous avez l'exemple de poussins de manchots qui ont été échantillonnés, on leur a fait une prise de sang là aussi, entre le Gorfus sauteur d'Amsterdam dans la zone subtropicale, jusqu'au manchot Adélie et empereur de Terre Adélie, en passant par les espèces subantarctiques et une espèce qui se nourrit au niveau du front polaire. Et vous voyez bien que la signature isotopique, elle baisse, alors que la latitude augmente. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va avoir la signature isotopique en carbone d'un prédateur, d'un consommateur océanique, on va avoir une idée de son habitat en termes de latitude d'alimentation. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Maintenant, on va passer au premier exemple, qui est celui du grand albatros. Alors ici, vous avez par exemple un grand albatros de Crozet, et à côté, vous avez un cachalot. Alors c'est un clin d'œil au régime alimentaire, parce que malgré le fait que ces deux prédateurs soient extrêmement différents, de taille sans commune mesure, les deux se nourrissent des mêmes espèces proies dans les eaux de Crozet et Kerguelen, à savoir des grands calmars et des espèces de poissons. Alors le travail que je vais développer devant vous, donc, qui a été réalisé sur le grand albatros, c'est un travail en particulier qui a été effectué par deux étudiants en thèse, Vincent Lecomte et Audrey Gégère. Et en fait, je vais développer une partie du travail d'Audrey, qui a fini d'être publié d'ailleurs très récemment dans Écologie cet été. Alors quelques mots d'introduction d'abord sur l'espèce grand albatros. Alors c'est une espèce assez charismatique de l'océan austral, parce que c'est en fait le plus grand oiseau volant actuel, avec une envergure, si vous voulez, de plus de 3 mètres. Les grands mâles, ça peut arriver jusqu'à presque 3,50 mètres. Donc un animal quand même d'une taille respectable, hein, qui font entre 8 et 12 kilos en fonction des sexes et du cycle. Une deuxième caractéristique de ces oiseaux, c'est que ce sont des oiseaux qui vivent très 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 longtemps. On a certains individus dans nos colonies qui ont plus de 50 ans. Et ce sont des animaux qui commencent à se reproduire en moyenne à l'âge de 10 ans. Les plus jeunes, c'est 7 ans pour les jeunes femelles, et ça peut aller jusqu'à 15 ans pour les mâles pour la première reproduction. Donc vous voyez des traits d'histoire de vie quand même très très spéciaux, très caractéristiques. Et alors sur ces animaux-là, nos études démographiques avaient montré des choses très intéressantes au niveau de l'évolution de ces traits démographiques en fonction de l'âge. Ici, je vous en ai montré un, où on voit le succès reproducteur des animaux en fonction de leur âge. Et vous voyez qu'on a une évolution en cloche, avec une augmentation du succès reproducteur pendant les premières années de la reproduction, et puis à partir de plus de 30 ans, une baisse spectaculaire du succès reproducteur. Ça veut dire qu'on a sur ces animaux-là des phénomènes de sénescence. Et ce phénomène de sénescence nous ont fait penser évidemment qu'il y avait des choses à creuser au niveau de leur écologie alimentaire, de la façon dont ils faisaient l'acquisition d'énergie au cours de leur voyage alimentaire. Et c'est pour ça qu'on a entrepris donc de travailler avec plusieurs méthodes, dont la méthode isotopique, sur leur écologie alimentaire en fonction de l'âge. Alors pourquoi la méthode isotopique en particulier? Pour une raison déjà toute simple, c'est que c'est la méthode la plus adéquate pour faire un grand nombre de dosages, échantillonner un grand nombre d'individus. C'est ce qui va coûter le moins cher et qui va permettre de travailler à un moment donné sur le plus grand nombre d'individus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas utilisé d'autres techniques, mais ça veut dire qu'on a favorisé la technique isotopique. On a évidemment utilisé le concept de la niche isotopique. Et avant de vous montrer les résultats qu'on a obtenus sur l'effet de l'âge,
on a voulu d'abord valider l'environnement isotopique, le paysage isotopique, ce que les anglo-saxons appellent l'isoscapes, en utilisant les oiseaux eux-mêmes. Alors comment est-ce qu'on a réalisé ça? On a mis sur 45 individus des balises Argos. Ici vous en voyez une, c'est une balise Argos qui pèse 20-25 grammes, qu'on place sur le dos de l'animal. On a travaillé pendant l'incubation. On a laissé les individus faire un voyage alimentaire, et à leur retour du voyage alimentaire, on leur a fait une prise de sang. Cette prise de sang, on l'a centrifugée, et on a mesuré les isotopes sur le plasma. Alors pourquoi le plasma? Parce que le plasma, c'est un tissu qui a un turnover protéique extrêmement rapide, de quelques jours, et ça veut dire qu'en prenant le plasma, on avait une bonne correspondance temporelle entre la durée du voyage alimentaire, 10-12 jours, et puis la signature isotopique qui correspond en gros à la durée du voyage. Et qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Le résultat principal, c'est celui-là, à savoir qu'on a trouvé une belle corrélation entre la signature en plasma, du plasma en carbone et puis la latitude à laquelle les animaux ont passé le plus de temps au cours du voyage alimentaire. En d'autres termes, on a retrouvé le même gradient que celui que je vous avais montré sur les manchots. Une décroissance de la signature en carbone alors que la latitude augmente. Donc avec les grands albatros, on va effectivement avoir une idée de la latitude à laquelle ils vont s'alimenter quand on va regarder leur signature en carbone. Et je vais essentiellement m'intéresser à cet élément pour cette étude-là. Alors revenons maintenant à notre propos initial sur les grands albatros. On a donc utilisé des individus de notre colonie démographique. Alors il faut savoir que sur l'île de la Possession à Crozet, on connaît individuellement tous les grands albatros qui se reproduisent sur l'île. Et par exemple, tous les ans depuis la fin des années 60, tous les poussins sont bagués. Donc on sait absolument toute leur histoire démographique, tout ce qui s'est passé à terre pour chacun des individus. Et ça nous a permis de sélectionner, pendant cette campagne d'été, 172 individus dont on connaît exactement le sexe, le statut reproducteur et l'âge. Et sur ces individus, on leur a fait une prise de sang et une prise de plumes, même si je ne parlerai pas des plumes ce matin. Et on a mesuré les isotopes, en particulier sur, non pas le plasma, mais sur les cellules sanguines. Pourquoi les cellules sanguines? Parce que le turnover des cellules sanguines est plus lent que le turnover du plasma. Ça veut donc dire qu'avec les cellules sanguines, on a une intégration temporelle supérieure. Avec les cellules sanguines, on va avoir une intégration de l'ordre de, je dirais, 2 mois, qui correspond à la période d'incubation de ces individus. Alors voilà maintenant les premiers résultats qu'on a obtenus. Première chose, on a regardé s'il y avait des différences sexuelles. Donc ici, vous avez la signature en carbone, et puis toutes les femelles d'un côté, toutes les mâles de l'autre, et on a une différence significative, donc de manière intéressante, mais on le savait déjà par le tracking, les mâles et les femelles ne vont pas s'alimenter dans le même habitat, et ça apparaît de manière évidente quand on regarde la niche isotopique de tous les individus. Ici, et ce n'est pas bien original, on a les mâles en bleu et les femelles en violet ou en rose. Et vous voyez très bien que les deux groupes se ségrègent, même s'il y a un chevauchement entre les deux, avec les signatures isotopiques les plus faibles pour les mâles et les plus élevées pour les femelles. Alors si on transfère ça en termes de signification d'habitat d'alimentation, ça veut dire que les mâles se nourrissent préférentiellement dans des eaux plus froides, essentiellement subantarctique sud, et les femelles dans des eaux plus chaudes, essentiellement subantarctique nord et surtout subtropicales. Donc avec les isotopes, là, on met en évidence une belle ségrégation entre les mâles et les femelles. Alors vous voyez aussi qu'il y a un gradient en isotope, pour les isotopes de l'azote. Je ne vais pas en parler plus que ça, mais c'est dû en particulier au fait que le niveau de base dans l'écosystème varie aussi avec la latitude pour l'azote. Ça complexifie un petit peu les choses, donc mettons ça de côté. Deuxième aspect qui nous intéressait beaucoup, c'est
ce qui se passe au tout début de la vie des individus. Et ici, vous avez donc la signature en isotope des femelles et des mâles immatures. Ça veut dire des individus qui ne se sont jamais reproduits. Et vous voyez, et c'est le seul groupe pour lequel on a eu ça, pas de différence significative entre les mâles et les femelles. Donc les mâles et les femelles immatures, globalement, vont se nourrir aux mêmes latitudes. Et quand on compare cette signature des immatures avec celle des adultes, eh bien, c'est ce qui est représenté ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence pour les femelles, mais qu'il y a une différence significative pour les mâles. Alors ça, c'est premier résultat vraiment intéressant, à savoir que les femelles, quel que soit leur statut de reproducteur, vont s'alimenter aux mêmes latitudes. Par contre, les mâles, qui sont dans l'habitat des femelles, si je puis dire, quand ils sont immatures, changent d'habitat brutalement quand ils deviennent reproducteurs. Ils vont vers des eaux plus froides quand ils deviennent reproducteurs, alors qu'ils sont dans les eaux subtropicales quand ils sont immatures. Ensuite, évidemment, on a regardé ce qui se passait en fonction de l'âge. Et ici, vous avez la signature en carbone en fonction de l'âge pour tous les individus adultes sur lesquels on a travaillé. Donc déjà, vous retrouvez maintenant quelque chose de connu, à savoir que la signature des femelles, elle est plus élevée que celle des mâles. Ensuite, si vous regardez la signature des femelles, vous voyez qu'il n'y a pas de variation significative avec l'âge. Et l'âge, c'est des animaux qui sont entre 7 ans jusqu'à 47 ans dans cet échantillonnage. Par contre, et par contraste, si vous regardez ce qui se passe chez les mâles, vous voyez qu'il y a une décroissance de la signature en carbone avec l'âge. Ça veut dire que plus les mâles vieillissent, plus progressivement ils vont s'alimenter dans des eaux de plus en plus froides. Et c'est particulièrement révélateur pour les quelques rares mâles qui sont allés en Antarctique et qui sont tous des mâles de plus de 30 ans. Il n'y a que les vieux mâles qui vont en Antarctique. Donc, si vous voulez, si on fait un résumé bref des résultats qui ont été obtenus, en particulier grâce à la méthode isotopique sur cette espèce, on peut dire que les femelles vont plutôt dans des eaux chaudes, dans les zones subtropicales, et elles sont toujours dans le même habitat d'alimentation, que ce soit, il n'y a pas d'effet d'immaturité, pas d'effet de l'âge. Et puis chez les mâles, c'est beaucoup plus complexe. On voit qu'ils changent d'habitat entre le fait, quand ils sont immatures et qu'ils deviennent adultes, et ensuite, même quand ils sont adultes, petit à petit, ils vont dans des eaux de plus en plus froides. Et ça a permis de compléter considérablement les travaux qui avaient été obtenus au même moment sur une partie des mêmes animaux avec des balises Argos. Ici, vous avez le suivi satellitaire de 2 groupes d'animaux, des animaux jeunes, moins de 30 ans, vieux, plus de 30 ans. Donc vous voyez déjà le terrain de jeu des albatros, c'est quand même des zones océaniques considérables, puisque vous avez l'Afrique du Sud ici, vous avez Madagascar et l'Antarctique. Et on a mis le front polaire ici comme limite des masses d'eau. Donc vous voyez que les animaux les plus jeunes, entre guillemets, les mâles sont en rouge, les femelles en bleu, restent au nord du front polaire. Les femelles vont un peu plus au nord que les mâles, mais ici c'est le trajet uniquement, un seul trajet par individu et pendant l'incubation. Et ici, si vous regardez ce qui se passe sur des individus plus âgés, vous voyez que les femelles sont toujours au nord de Crozet, et puis les vieux mâles, on les retrouve, qui vont jusqu'en bordure du continent antarctique pour certains d'entre eux. Pardon. Alors ça, c'est un travail qui a été réalisé pendant l'incubation. Là, j'ai mis aussi la non-breeding période, parce que je vous avais dit qu'on avait ramassé des plumes. Les albatros muent uniquement en dehors de la période de reproduction. Et donc avec les plumes, on avait une idée, comme c'est un tissu inerte, on avait une idée de ce qui se passait en dehors de la période de reproduction, et on a retrouvé le même phénomène en dehors de la période de reproduction. Donc ça veut dire que c'est le fait que les femelles restent toujours en zone subtropicale et que les mâles vont de plus en plus vers le sud se retrouvent également pendant la période de non-reproduction, et donc pendant tout le cycle de vie de ces individus. Alors là, juste un petit point différent pour illustrer aussi comment on utilise dans l'équipe les prédateurs supérieurs. Quand on regarde les données disponibles dans la littérature sur les milieux océaniques,
on se rend compte qu'il est relativement facile d'avoir des données sur des variables physiques, comme la température, la couverture de glace, etc., voire sur le phytoplancton. Je veux dire par là, par exemple, les données satellitaires. Et puis d'un autre côté, nous, de manière relativement facile, on a des données à long terme sur les prédateurs supérieurs. Mais entre les deux, pour comprendre ce qui se passe, en particulier au niveau de la production secondaire, qui est si importante, puisque les oiseaux et les mammifères marins se nourrissent aux dépens de cette production secondaire, par exemple, c'est un peu la boîte noire. Parce qu'il existe très peu de données à long terme sur tout ce qui se passe entre les deux. Entre les données satellitaires, je dirais, et puis les prédateurs supérieurs. D'où l'idée qui a été développée par pas mal de gens et qu'on utilise, d'utiliser les prédateurs supérieurs comme bioindicateurs ou comme sentinelles des écosystèmes océaniques. Et ça, en particulier parce qu'ils ont, par le fait qu'ils sont prédateurs supérieurs, ils intègrent l'ensemble du réseau trophique et de manière spatio-temporelle. Et alors, en utilisant cette approche, on a déposé avec succès il y a quelques années, et c'est un programme qui est en train de se terminer, une ANR qui s'appelle PolarTop, pour Contaminants in Polar Top Predators. C'est-à-dire, en fait, utiliser les prédateurs supérieurs des terres australes et antarctiques françaises pour voir un petit peu l'état de santé des écosystèmes entre les zones subtropicales jusqu'à l'Antarctique. Alors, quel est le lien avec les albatros ? En fait, on a utilisé ce que je vous ai montré comme résultat. Il nous restait du sang et des plumes de ces individus. Et donc, on a mesuré toute une batterie de contaminants. Et en particulier, là, je vais vous montrer un résultat qui a été obtenu sur le mercure. Alors, le mercure, métal lourd, hautement toxique, non essentiel pour les organismes vivants. Et on a eu la surprise de voir, ici vous avez la concentration en mercure dans le sang en fonction de la signature en carbone des individus, qu'on avait un gradient magnifique, une relation magnifique entre le mercure et la contamination par le mercure des individus et puis leur habitat d'alimentation. Alors déjà, une remarque sur les concentrations en mercure dans le sang, c'est énorme par rapport à ce qu'on connaît classiquement chez les oiseaux. Les grands albatros sont sûrement parmi les animaux les plus contaminés. Ils sont tout en haut du réseau trophique. C'est un apex prédateur des communautés d'oiseaux et mammifères marins des terres australes et antarctiques françaises. Et quelque part, ils le payent, au moins pour le mercure. Et puis autrement, la relation qu'on a là, ça montre en fait, et de manière qu'on n'attendait pas du tout, que les animaux qui se reproduisent, et en particulier les femelles dans la zone subtropicale, sont beaucoup plus pollués que les animaux, et en particulier les mâles, qui se reproduisent dans le sud de la zone subantarctique ou en Antarctique. Alors quand je dis que ce n'était pas attendu, c'est qu'en fait, il y a très peu d'études sur la biodisponibilité du mercure dans l'océan austral, et les études qui avaient été effectuées montraient que cette biodisponibilité était plus élevée dans les eaux antarctiques et subantarctiques que dans les eaux subtropicales. Donc c'est une affaire à suivre, et c'est le travail d'Alice Caravieri, qui est en thèse au laboratoire et qui va bientôt soutenir au mois d'octobre sa thèse. Donc voilà pour le premier exemple et ce que je voulais dire sur les grands albatros de Crozet. On va passer maintenant sur un système complètement différent, et qui j'espère va aussi vous intéresser, qui est celui des vibrisses d'Otarie. Et là aussi c'est le travail d'une étudiante en thèse, une étudiante qui a commencé avec nous il y a bien longtemps avec des thèses quand elle était étudiante ou qu'elle faisait son Master 2 et même avant son stage de l'école d'agro de Rennes, Laetitia Kernal-Eguen, donc qui est en thèse sur le sujet. C'est une partie des résultats que je vais vous montrer là ont été publiés par elle d'ailleurs en 2012 et par moi un petit peu avant. Alors, pour introduire ce deuxième exemple, en fait, on s'intéressait à Crozet à la ségrégation écologique entre les individus, la guilde des oiseaux et mammifères marins plongeurs. Ça veut dire qu'on travaillait et on a échantillonné la même année toutes les espèces de manchots et d'otaries de Crozet pour voir un petit peu comment ils se partageaient les habitats d'alimentation et les ressources. Et quand on a eu les résultats isotopiques sur les mâles d'otaries à fourrure, on a été très surpris. Ici, vous avez la valeur moyenne et ici, vous avez les points individuels. Toujours la même chose, la même niche isotopique, azote versus carbone. On a été très surpris parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une variance extrême.
avec des valeurs comment dirais-je, en carbone très importantes, et également tout à fait significatives en azote. Et ça, c'est assez excitant parce que ça suggérait qu'il y avait des spécialisations alimentaires au niveau de cette population. Et en ce moment, cet aspect spécialisation alimentaire, cet aspect de regarder ce que font les individus et non pas les populations, c'est quelque chose qui, en écologie évolutive, est en plein développement. Alors ça, c'était le côté excitant de l'histoire. Le côté un peu frustrant, c'est que comme c'était une signature de sang, et que le sang est un tissu métaboliquement actif, comme je vous l'ai dit, en fait, on avait une signature qui correspond à la valeur moyenne de l'écologie trophique des individus au cours des 2 à 3 derniers mois avant la prise de sang. Et donc, nous, ce qui nous aurait intéressé, c'est d'avoir beaucoup plus d'informations sur l'histoire trophique des individus. Alors, comment essayer d'avoir des informations sur l'histoire trophique des individus? Alors, en fait, les otaries, comme beaucoup de mammifères, elles ont des tissus spécifiques qu'on appelle les moustaches, les vibrisses, si vous voulez. Et il y avait un papier qui avait été publié et qui montrait que sur une espèce d'otarie du Pacifique Nord, ils avaient étudié la croissance de ces otaries en captivité et ils avaient montré que la croissance des vibrisses, elle est continue, linéaire, et les vibrisses ne sont pas perdues périodiquement. Ça veut dire que, fondamentalement, en théorie, ça pouvait être un très bon tissu archive pour reconstruire l'écologie trophique des individus. Et donc, on a voulu tester ça. Alors, il faut savoir que ces animaux qui avaient été échantillonnés en 2002 pour le sang, on leur avait pris aussi, sur chacun d'entre eux, la plus longue de leurs vibrisses. Des vibrisses qui allaient jusqu'à plus de 30 cm de longueur. Et donc Laetitia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris chacune des vibrisses, elle les a coupées en petits tronçons de 3 mm, et on a mesuré les isotopes du carbone et de l'azote sur chacun de ces petits tronçons successifs. Ça veut dire que pour la vibrisse la plus longue, on avait plus de 100 dosages. Alors au départ, au niveau financier, on a fait attention, on n'en a dosé qu'une pour voir si les résultats valaient la peine ou pas, et puis après on a continué, vous allez comprendre pourquoi. Alors regardons déjà les résultats qu'on a obtenus en carbone. Ici, vous avez les valeurs en carbone pour chacun des tronçons successifs, en fonction de la longueur de la vibrisse. Le point 0, ça correspond à la partie de la vibrisse qui est très proche du museau. Donc ça veut dire que c'est la partie la plus jeune qui a été synthétisée depuis peu de temps. Et puis à l'extrémité, ici pour une vibrisse de 20 cm, vous avez la partie évidemment la plus vieille. Alors qu'est-ce qu'on a observé? On a observé une très belle cyclicité des oscillations régulières de la signature en carbone. Et ce qui nous a vraiment très intéressé en plus de cette cyclicité, c'est de voir l'amplitude des variations, des amplitudes tout à fait considérables. Pour cette vibrisse, ça veut dire 7 pour 1000 entre cette valeur-là et cette valeur-là. Donc ça veut dire que d'un point de vue biologique, les animaux ont changé d'habitat, d'alimentation de manière régulière au cours du temps. Alors évidemment, on en veut toujours plus. On avait mesuré non seulement le carbone, mais l'azote. On avait envie de voir comment évoluait la signature en azote pour la même vibrisse. Et en fait, on a obtenu globalement le même type de phénomène. Une belle cyclicité, des oscillations régulières, une grande amplitude, et donc l'animal a changé de régime alimentaire progressivement et régulièrement au cours du temps. Bon, alors évidemment, la question, je suppose que vous vous posez et qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a synchronicité entre les deux cycles du carbone et de l'azote? Donc toujours sur la même vibrisse, la réponse définitivement est oui. On a une association entre la signature en carbone et ses variations, et la signature en azote et ses variations. Donc ça veut dire que de manière régulière, l'animal change son habitat d'alimentation et associé à ce changement d'habitat d'alimentation, il y a un changement de régime alimentaire. Question suivante. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve sur une vibrisse d'un animal ou est-ce qu'on retrouve ça sur l'ensemble des animaux? Là aussi, la réponse
elle a été positive. On retrouve ça sur l'ensemble des vibrisses et l'ensemble des animaux. Ici, je vous ai montré la vibrisse la plus courte et ici la vibrisse la plus longue. Pour la vibrisse la plus longue, on a eu 6 cycles. À nouveau, question suivante, qui n'était pas si simple que ça. Quelle est l'intégration temporelle des cycles que nous avons enregistrés? Nos animaux, ce sont des animaux qui étaient dans la nature, pas des animaux captifs. Donc, d'un point de vue indirect, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'hypothèse que chaque cycle était annuel. Et ça nous a permis de mesurer une vitesse de croissance des vibrisses. Et dans le seul papier dont je vous avais parlé, qui regardait la vitesse de croissance des vibrisses d'animaux en captivité d'une autre espèce d'otarie, du Pacifique Nord, eh bien en fait, on s'est rendu compte qu'on avait, si on faisait cette hypothèse, on avait des vitesses de croissance des vibrisses identiques. Alors depuis ce travail, on a aussi récolté des vibrisses sur des animaux d'âge connu, qu'on avait bagués. Et on n'a jamais trouvé plus de cycles que l'âge des animaux. Et pour les animaux jeunes, on a retrouvé le même nombre de cycles. Donc on peut dire de manière définitive que chaque cycle est annuel. Ça veut dire qu'avec un cycle, on reconstitue le cycle migratoire d'un individu pendant un an. Et ça veut dire quand même que pour cet individu, sur une seule vibrisse, on a 6 années de sa vie. Passons maintenant au côté niche isotopique. Toujours azote versus carbone. Ici, vous avez un individu et chaque point correspond à la mesure d'un tronçon. Et là, vous avez, je crois que pour cet individu, vous avez 5 ans de sa vie. Alors déjà, maintenant, on a parlé uniquement des variations, mais on n'a pas parlé de leur interprétation biologique. Parlons de leur interprétation biologique. Regardons d'abord la signature en carbone. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois des gradients latitudinaux. Ça veut dire que cet individu-là est allé régulièrement du haut Antarctique jusqu'en limite du subtropical. Donc vous imaginez, ça représente quand même des migrations de plusieurs milliers de kilomètres en latitude. Et je ne parle pas de ce qui peut se passer en longitude. Et si on regarde ce qui se passe en azote, on a des valeurs ici très faibles, beaucoup plus élevées, 6 pour 1000 de différence. Même si on prend en compte le gradient isotopique à la base du réseau trophique en azote, ça veut dire qu'il y a un changement complet de régime alimentaire. Et le plus probable et le plus simple, c'est de voir que les animaux en haut Antarctique se nourrissent aux dépens du krill antarctique. Mais par contre, progressivement, quand ils vont vers des latitudes moins élevées, ils vont manger de plus en plus de poissons myctophidés et de céphalopodes, dont nous avons par ailleurs la signature isotopique. Donc vous voyez que pour cet individu-là, on a de grandes variations intra-individuelles dans son écologie alimentaire. Autre individu, très contrasté. Là aussi, 5 ans d'intégration de sa vie. Et on voit que tous les points sont extrêmement groupés. Voilà un animal qui est resté les 5 ou 6 dernières années de sa vie en eau subantarctique, où il s'est nourri essentiellement de poissons myctophidés et de céphalopodes. Donc pour cet individu-là, il a une stratégie avec très peu de variations intra-individuelles au cours du temps. Alors maintenant, si on compare les deux individus, la première chose que vous voyez de manière évidente, c'est qu'on a de grandes variations là entre les individus. Et si on regarde même ce qui se passe quand les deux individus sont dans des habitats similaires et qu'on fait la moyenne isotopique entre l'animal en gris et l'animal en rouge, on voit qu'en plus l'animal en rouge statistiquement, va se nourrir à un niveau trophique supérieur. Ça veut dire que là, on commence à décomposer toute une succession de mécanismes ségrégatifs entre les individus. Autre exemple de 2 autres mâles du même lot. Regardons d'abord ce mâle-là, très proche du mâle gris que je vous ai montré tout à l'heure. Il reste quasiment toujours en subantarctique, où Crozet est situé. Il va un petit peu en subtropical. Et puis regardons celui-là, qui reste en Antarctique tout le temps. Et alors ce qui est très surprenant, et ce qui nous a, dans un premier temps, posé problème, et puis après vraiment on a trouvé ça très illustratif, c'est que si vous regardez bien la signature des 2 individus, il n'y a aucun chevauchement. Alors comment peut-on expliquer que 2 animaux qui se reproduisent la même année dans la même colonie
ne se chevauchent jamais dans leur zone d'alimentation. Et en fait, pour répondre à ça, il faut connaître un petit peu la biologie, l'écologie des mâles d'otarie. Le mâle d'otarie, quand il arrive dans la colonie pour se reproduire, il a stocké d'énormes réserves énergétiques et il va jeûner complètement. Il va défendre son territoire, il ne va pas aller s'alimenter. Donc comme il ne s'alimente pas, évidemment, sa signature isotopique pendant cette période va être celle des réserves énergétiques qu'il a synthétisées avant. Et donc là, par exemple, cet individu-là, il a des réserves énergétiques qui ont été synthétisées en Antarctique. Il se reproduit en subantarctique, mais il n'a jamais de signature subantarctique. Donc vous voyez là aussi des différences importantes entre les individus. Ici, je vous ai représenté les 10 animaux du groupe et leur niche isotopique pour chacun des individus. J'ai repris les mêmes couleurs pour les 4 individus que vous connaissez maintenant. Et là, c'est simplement pour illustrer la très grande variabilité intra- et inter-individuelle décrite grâce aux isotopes. Alors progressivement, maintenant, je vais complexifier cette figure, toujours en prenant la même. Il n'y a pas que les mâles dans une population, évidemment. Il y a les femelles reproductrices. Voilà un lot de 10 femelles. Alors les mâles, ils sont tous en vert. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà au niveau des femelles? Globalement, là, ça paraît évident, beaucoup moins de variabilité inter- et intra-individuelle. Si on compare avec les mâles, les femelles utilisent une petite partie de la niche isotopique des mâles. Et quand les femelles et les mâles se retrouvent dans le même habitat, les mâles sont à un niveau trophique supérieur aux femelles. Donc on a des très belles ségrégations sexuelles mises en évidence grâce aux isotopes sur les vibrisses. Alors, je ne vous ai pas montré les résultats, mais en fait, on trouve des variations cycliques et des patterns migratoires identiques chez les femelles et chez les mâles. Je parle des patterns, pas de l'amplitude. Les femelles ont des amplitudes beaucoup plus faibles que les mâles, comme on peut le deviner avec ces résultats-là. Dernière étape de complexification, à Crozet, on n'a pas une espèce d'otarie, on a 2 espèces d'otarie qui se reproduisent en sympatrie et 2 espèces très proches, des espèces jumelles. Toujours les mêmes couleurs, les mâles antarctiques, les femelles antarctiques, et voilà les mâles subantarctiques et les femelles subantarctiques, l'autre espèce. Si on s'intéresse à cette espèce-là, on voit très bien qu'il y a plus de variabilité chez les mâles que chez les femelles, à nouveau. On voit très bien que les mâles s'alimentent à un niveau trophique supérieur aux femelles, comme chez l'autre espèce. Mais cette espèce-là, elle est vraiment collée vers la droite du graphe, dans des eaux plus chaudes, quand on compare avec la signature isotopique de 2 autres espèces. L'espèce subantarctique ne va jamais, comme son nom l'indique, je dirais, se nourrir plus au sud. Donc, là aussi, on met en évidence encore toute une série de mécanismes ségrégatifs entre populations et entre espèces. Alors, juste pour terminer, voilà sur quoi on travaille à l'heure actuelle. Sur 2 femelles subantarctiques, on a eu ce pattern-là. Alors ici, vous avez le carbone en fonction de la longueur de la vibrisse, mais attention, la valeur, comment dirais-je, la partie la plus vieille de la vibrisse ici est là, et la partie la plus jeune est ici. Le temps va dans ce sens-là. Chez cet individu, on a eu des valeurs en azote très très élevées, plus élevées que tout ce qu'on avait trouvé par ailleurs. Et la seule interprétation possible, et finalement assez facile à trouver, c'est qu'en fait, cette femelle, qui est reproductrice quand elle a été échantillonnée là, c'est un bébé. Elle se nourrit aux dépens du lait de sa mère. Comme elle se nourrit aux dépens du lait de sa mère, elle est anisotrophique au-dessus de sa mère. Donc ça veut dire qu'ici, on a le signal de la lactation. Et puis, le sevrage, baisse très importante de la signature en azote. Le stade d'immaturité et de maturité, où progressivement se met en place la cyclicité. Si on regarde le carbone, on a aussi une progressive mise en place de la cyclicité. On voit comment se met en place la stratégie migratoire de l'individu. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça n'avait jamais été décrit, et ça veut dire aussi que dans une seule vibrisse, là, on a reconstitué toute la vie trophique d'un individu. Alors évidemment, en ce moment, on travaille là-dessus, parce que ça correspond, et on va, en particulier Laetitia, essaie de voir les différences entre les mâles et les femelles. Elle a fait une campagne d'été à Kerguelen juste au début de cette année pour récolter le matériel.
Donc vous voyez comment les vibrisotari peuvent nous permettre de décrire la niche trophique entière d'une espèce, et puis comment elle permet de révéler des aspects très cryptiques de la vie des individus, tels que l'ontogénie ou bien les migrations. Donc voilà ce que je voulais dire sur les otaries antarctiques. Et je voudrais juste finir sur un ou deux points sur les isotopes. Parce que, évidemment, je vous ai montré deux exemples qui fonctionnent, qui marchent bien, mais il ne faut pas oublier que les techniques isotopiques, c'est aussi un outil avec de grosses limites, et que ça ne marche pas à tous les coups. Et en particulier, la première chose à faire quand on veut travailler sur la méthode isotopique en biologie, c'est de bien vérifier qu'on travaille avec des gradients isotopiques, dans un paysage isotopique intéressant. Si on n'a pas de gradient, si les habitats ont tous la même signature, si l'alimentation a la même signature, la technique est sans intérêt. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a toujours des aspects que je ne vais pas développer maintenant, qu'on doit toujours avoir en tête, et qu'il est bien de pouvoir travailler d'un point de vue expérimental en conditions contrôlées, en particulier pour mesurer ce qu'on appelle les facteurs de discrimination entre le régime alimentaire et les consommateurs. Il faut toujours avoir en tête l'aspect intégration temporelle du tissu sur lequel on travaille. Comme je vous ai dit, le plasma, c'est quelques jours. À l'autre extrémité, si vous prenez le collagène des os, ça peut représenter une intégration de toute la vie des individus. Et avec ça, on peut évidemment utiliser des modèles à mélange pour regarder aux dépens de quelle proie se nourrissent les consommateurs, etc. Je ne vais pas m'étendre, mais je voudrais juste finir pour parler de quelque chose qui est en train de prendre une importance considérable et qui mériterait un topo en tant que tel en écologie, c'est de ne plus travailler, comme je vous ai montré ici les résultats, sur les protéines d'un tissu dans leur ensemble, mais en fait, c'est de travailler sur certains acides aminés spécifiques. C'est-à-dire qu'il faut hydrolyser les protéines et regarder ce qu'on appelle, ce qui se passe, et la signature isotopique en azote au niveau des acides aminés sources, qui ne bougent jamais, quel que soit le niveau trophique, et comparer avec ce qu'on appelle les acides aminés trophiques, qui, eux, bougent à chaque niveau trophique. Et ça va ça va permettre de régler des questions qu'on ne peut pas utiliser avec ce qu'on appelle le bulk protéine. Les acides aminés sources, par exemple, c'est la phénylalanine, et trophique, c'est l'acide glutamique. Voilà, je vous remercie de votre attention, et j'en ai fini pour ce topo. Je suis à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions.